tout à l'heure, le thermomètre. Ok. Alors nous allons démarrer. Alors comme la session, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais démarrer tout de suite cette session donc, sur ce qu'on appelle une vision produit. Une vision produit en tant qu'attracteur pour une équipe auto-organisée. Donc en clair, cela signifie que nous allons aborder ces différentes questions équipe auto-organisée. Qu'est-ce que c'est que ça et nous allons également, à partir de là, voir un exemple de vision de produit, et puis finalement, pour conclure, ce qui peut être une vision en tant qu'attracteur. Ok. C'est parti. Alors, quelques mots du manifeste. Alors, juste très rapidement, ce manifeste, vous savez qu'aujourd'hui, on fête sa 10e année. Donc, c'est vrai que depuis 10 ans, il y a quand même des choses qui ont évolué. Par exemple, le manifeste, évidemment, en 2001, ne parle pas beaucoup de déploiement continu. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des mouvements, par exemple, DevOps, déploiement continu, ce qu'on appelle le flux, aussi développement flux, continu tiré, etc. Donc, je suis bien d'accord pour dire qu'effectivement, ce manifeste, aujourd'hui, il faudrait l'amender, il faudrait le faire évoluer. Mais en fait, je crois qu'il a le mérite d'exister pour expliquer ce qu'est quand même à la base de la chimie. Alors, ce manifeste, il est constitué de 3 choses, les valeurs, les principes et également une histoire. Alors, juste pour avoir une idée, et puis comme ça vous allez faire un petit peu de mouvement, quels sont ceux d'entre vous qui ont lu les valeurs du manifeste agile? D'accord? Je ne vais pas compter, mais après, il y a pas mal de personnes. Quels sont ceux d'entre vous qui ont lu les principes agiles, les 12 principes agiles, comme par exemple, les 12 principes agiles, comme par exemple le fait que les meilleures spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées. D'accord? Et quels sont ceux d'entre vous qui ont lu l'histoire du manifeste agile? D'accord. Ok. Donc vous voyez, en fait, alors cette histoire, moi, je vais me référer et en fait, on s'engage vivement à lire cette histoire, mais on va y revenir. Alors, dans cette histoire, on fait référence à SPE. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, là, c'était la méthode donc, qui démarrait ces choses-là. L'extrait programmé a connu un développement dans son utilisation, son intérêt, non pas grâce à la programmation du nombre de parce que, pris dans leur ensemble, ces pratiques définissent une communauté de développeurs libérés du droit des sociétés d'hypertest. Alors, les sociétés d'hypertest, quels sont ceux d'entre vous qui ont entendu parler du principe de l'hyper? D'accord? Quelques-uns, ok. Alors, on va le voir tout de suite. Là, si vous voulez, mon propos, c'est simplement de rappeler quelle est l'origine de l'agilité. Alors, à propos du principe de Hilbert, donc quelques-uns d'entre vous connaissent, mais beaucoup ne connaissent pas, donc on va le voir. Il y a au départ le fameux principe de Hilbert, parce que vous connaissez davantage, qui est que tout employé tend à s'élever à son niveau de compétence. Donc ça, c'est le principe de Hilbert. Donc, vous voyez, peut-être dans votre tête, vous pouvez penser à un certain nombre de situations. Et voici donc, à partir de là, le principe de Hilbert, qui est, comme vous le voyez, le principe de Hilbert aggravé. Alors, il faut bien aggraver cette chose-là. Les gens les moins compétents sont systématiquement affectés au poste au risque de causer le moins de dégâts, ceux de manager. Voilà, ça c'est le principe de Hilbert. Alors, pourquoi je parle de ça? Pour vous montrer quel est l'esprit agile au départ. Comment on se situe. En clair, si vous voulez l'agile au départ, ce sont des développeurs, des personnes qui interviennent dans le logiciel et qui disent on aime bien, on va retrouver cette chose-là, il y a encore des hédonistes, on aime bien fabriquer des logiciels. Et bon, on en a un petit peu marre des personnes qui nous managent et qui en fait. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de travailler directement avec les utilisateurs. C'est pour ça que, par exemple, dans une équipe Scrum, vous avez un product owner qui est dans l'équipe qui travaille avec les voilà, donc je pense que c'est important de revenir quand même à ces bases pour comprendre donc originellement ce qu'est le manifeste. Encore un autre extrait du manifeste qui a été traduit par Fabrice Aliti. Alors je le dis parce que je mais voilà, je vous remercie d'avoir traduit cette histoire parce que je crois que c'est vraiment important de pouvoir directement.
À la base, je crois que les graphistes agissent sont vraiment des centres financiers en parlant de livrer des bons produits aux clients en travaillant dans un environnement. C'est plus parler des gens comme c'est plus important, mais en agir comme si les gens étaient aussi importants, là, on retrouve la première valeur ajoutée des personnes qui sont. Voilà, donc, on pourrait dire pour aller vite qu'à la base de l'agilité, nous avons deux piliers, nous avons en fait ce qu'on appelle la sobriété heureuse, donc ça réduit bien ce qu'est l'économie agile au sens où on évite des gaspillages, etc. Et puis également, il y a cet aspect humaniste que l'on retrouve la petite histoire dans le livre, aussi avec ce fameux principe de respect, et qu'on retrouve donc chez nous, avec donc, par exemple, des principes et donc des pratiques derrière, donc il y a d'auto-amélioration. Parce que quand on dit, par exemple, dans les rétrospectives dans Scrum, on dit l'équipe réfléchit régulièrement, ça c'est le principe, on vient de par exemple pour le ça en fait en clair, c'est de l'auto-amélioration. C'est-à-dire que, autrement dit, l'équipe possède ces pratiques et puis les améliore si elle est. Donc, j'ai tendance à dire que l'agilité, les pratiques appartiennent à ceux qui font. Avec par rapport à l'outil de production qui appartient à ceux qui font. Les pratiques appartiennent à ceux qui font. Ok, donc, en agilité, nous définissons finalement un certain nombre de rôles. Donc, le rôle plutôt métier, donc, par exemple le product owner dans Scrum. Le rôle plutôt côté système d'information, développeur mais aussi les exploitants. Et puis un rôle de support, parce que le management est directement abordé dans les principes. Donc un rôle plutôt de support, de serviteur. Ok, donc on va revenir plus précisément à cette question d'auto-organisation, c'est quand même le propos. Donc on voit qu'on le retrouve au niveau de valeur, on le retrouve donc au niveau d'un certain nombre de principes, donc des spécifications, etc. On le retrouve également au travers de ce principe-là qui est tout à fait important, qui pose finalement le management agile. Constituer vos équipes avec des personnes motivées, donner le support dont elles ont besoin, et de leur confiance. Donc ce fait de leur confiance, ce lâcher prise finalement du management, en fait, c'est le complémentaire de l'auto-organisation de l'équipe. Donc, en fait, vous voyez, contrairement à ce qu'on peut croire parfois, à l'agilité, on aborde directement la question du management agile. Simplement, c'est une révolution dans le management, puisque le management devient serviteur de l'équipe. Auto-organisation, je vais également employer ce terme de stewardship, qui consiste en fait à prendre la responsabilité de prendre soin de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Une autre citation, je pense, qui permet d'expliquer le stewardship, c'est souvent prendre en charge la gestion des tâches pour lesquelles on nous fait confiance. Alors, cela pose la question de la responsabilité, d'ailleurs. Et ça, c'est une question philosophique, il y a des personnes qui ont passé leur vie à réfléchir à l'étude. Bon, la responsabilité, c'est simple, la responsabilité, c'est, je dirais étymologiquement, pouvoir répondre de quelque chose. Donc, par exemple, le product owner est responsable de la planification. Il doit pouvoir répondre de sa planification. Il doit pouvoir répondre de la valeur métier et du ROI. Voilà, c'est ça, le responsable. C'est avoir à répondre de quelque chose. Avoir éventuellement à expliquer, voire à expliquer quelque chose. Alors, la question que l'on pourrait se poser à partir de là, oui, je sais que le bon matin, là, ça fait plein de faire sur la responsabilité, mais bon, c'est comme ça. Donc, on peut se poser la question face à qui? Je crois qu'il y a un point important en agilité qui est qu'il s'agit déjà de répondre face à soi-même. Et ça, honnêtement, je crois quand même que ce soit côté développeur, que ce soit côté product owner, côté manager, je pense qu'il est temps de se réapproprier nos pratiques. Il est temps de se réapproprier nos pratiques. Donc, par exemple, en tant que développeur, TDD, on parle de TDD. Donc, TDD, généralement, en tout cas, de la qualité de ce que je parle. Et j'y réponds, par exemple, en tant que développeur du présent par rapport au développeur du futur, c'est-à-dire le développeur qui sera amené à, dans quelques mois, quelques années, de différents côtés. En tant que client, donc, je me pose la question, mais user story, mais peut-être l'acceptation, déjà moi, en fait, est-ce que, en gros, est-ce que je suis fier, si vous voulez, est-ce que je suis content de ce que j'ai fait, est-ce que ça me va? Ça, c'est quand même la première étape.
Après, évidemment, on est dans une équipe, donc il s'agit de répondre par rapport au monde de l'équipe. Et ensuite, on attaque un autre niveau qui est de répondre au management. Alors, si le management est vraiment agile, donc en tant que support, on va s'expliquer parce qu'on va parler de langage. Mais si le management reste dans un mode commande et contrôle un petit peu traditionnel dans le 19e siècle, à ce moment-là, vous voyez, là, il va falloir utiliser le pattern adaptateur. Le pattern adaptateur du monde du cas. C'est-à-dire, il va falloir travailler les conséquences de cette chose-là. Parce que, par exemple, quand nous, on va prendre une vélocité au sens moyen qui nous permet d'estimer, de planifier, nous allons prendre une utilité derrière. Donc, ok. Alors, juste pour fixer les idées en termes de responsabilité et d'égoïsme, sans prendre plaisir, je crois que tout à l'heure, on a également parlé de cette question, hein, de grand plaisir, et finalement, comment ça se passe dans les entreprises par rapport à cet aspect-là. Vous savez qu'en agilité, on peut bien dire qu'on est à la fois responsable et égoïste. Alors, pour prendre un exemple concret, par rapport au TDD, qui est-ce qui connaît le TDD, enfin, qui le pratique, en tout cas, qui voit ce que c'est? D'accord. Alors, très rapidement pour les autres, le TDD, test driven développement, c'est en fait une technique de développement pilotée par, on va dire, la conception émergente exprimée en test. Voilà, donc c'est pas que des tests, hein, c'est vraiment, j'exprime ma conception sous forme de test, et surtout par petits incréments. Les TDD, ce sont des cycles de quelques minutes, Alors dans ce TDD, donc je vais écrire un test, mais ce sera une étape supplémentaire de conception, finalement, le test il passe pas, c'est-à-dire que il rouge. Ensuite, je vais faire passer le test. L'objectif, c'est d'écrire le code qui permet de faire passer le test. Donc, de façon verte, c'est la fameuse barre verte, des G-Unit, etc. Quels sont ceux qui utilisent, par exemple, G-Unit ou quelque chose M-Unit et qui connaissent la barre verte? Bon, voilà. Alors, vous êtes comme ça, vraiment. Donc, qu'est-ce que vous en pensez quand vous avez la barre qui passe au vert? Comment? Ouais, voilà, c'est yes, voilà. Ah, donc, c'est ça, en fait. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai fait du DVD, donc c'était juste un moment, et voilà, c'est sûr qu'il y avait moyen de ça donc, si vous voulez, la première fois que j'ai vu ça, que j'ai vu la barre ouverte, je me suis dit, quand même, là, c'est quelque chose, vous voyez, ça fait Mais en fait, le TDD ne s'arrête pas là. Dans le TDD, il y a également une troisième phase, disons, qui est ce qu'on appelle le refactor. Et le refactor, alors par définition, le refactoring, c'est je modifie un code, la structure interne sur deux, je modifie un code, ça va changer son comportement. Donc si vous voulez là, en fait, je suis à un point où mon test passe, donc je suis content, je vais passer, donc j'ai réglé, si vous voulez, le casse-tête chinois, là, la conception, donc je fais passer mon test. Bon, maintenant je le refactor. Le refactor pourquoi? Pour que mon code soit expressif, pour qu'il soit lisible, maintenable, en faisant attention au développement du futur. Et je crois que là, on retrouve bien justement les deux côtés de cette balance, disons, qui constitue un petit peu l'équilibre de l'agilité entre l'économie et les responsabilités. Quand je suis au gris, c'est exactement, c'est la réaction gris, c'est vraiment le côté égoïste. Et vous voyez que là, en fait, au-delà de l'aspect, cet aspect égoïste, mais au sens un peu, je dirais presque plaisir, de l'entendre, au sens plaisir immédiat, et puis un plaisir simple, voilà, ça marche. On a eu un petit casse-tête chinois à régler, on l'a réglé, et ça marche. Donc là, je suis dans mon monde d'enfant pour ceux qui font de l'analyse traditionnelle, c'est-à-dire que c'est un plaisir immédiat, et puis voilà, c'est comme on ça, et c'est très bien, c'est ce qu'on veut faire. Mais une fois que j'ai passé cette étape, là, je suis dans la phase égoïste, là, je redeviens un petit peu adulte, on peut le dire comme ça, et je me pose la question justement du refactoring, c'est-à-dire de la qualité intrinsèque de mon code, est-ce que j'ai bien exprimé ce que je souhaitais exprimer? Est-ce qu'un développeur qui demain ou dans un an ou dans 10 ans sera amené à modifier mon code, est-ce qu'il va comprendre ce que je vais vous dire? C'est ce qu'on appelle le code. Voilà, stewardship auto-organisation. Alors donc, quand j'ai démarré l'agilité il y a quelques années, c'est vrai que je parlais beaucoup d'auto-organisation. Bon, le truc, c'est que l'auto-organisation, ça fait un petit peu quoi? L'auto-organisation, c'est l'anarchie. Alors l'anarchie, au sens évidemment très incompris. L'anarchie, vous voyez, on parle de l'agonie, et c'est anarchie, c'est au sens des ordres. L'anarchie, en fait, c'est l'ordre sans le pouvoir. C'est une très belle définition. L'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir. Voilà, c'est ça, c'est la rationalité quand on parle d'organiser. Voilà, et donc en clair, c'est politiquement un pouvoir. Et heureusement, mon petit camarade Dominique Gilliam, que je vais quand même un peu remercier, m'a dit, mais finalement, il faut quand même une stewardship. Grosso modo,
mais ça va beaucoup mieux passer. Effectivement, on dit qu'on voit des fois ça vient de des choses. Donc le stewardship, en termes de définition de tout à l'heure, il me semble prendre la responsabilité voilà donc pour la partie auto-organisation. Vous voyez que l'auto-organisation est en quelque sorte le mode substantiel à l'activité. C'est l'équipe qui s'auto-organise. Alors, venons-en maintenant à ce qu'on appelle le vision. Juste pour avoir une idée, quels sont ceux d'entre vous qui auront eu l'occasion dans une équipe soit de produire ou de participer à la production de ce qu'on appelle le document de vision, en tout cas dans une équipe de lire et de prendre connaissance des documents de vision. Alors la vision, vous voyez, en fait, c'est encore une fois, on va s'efforcer de trouver des métaphores simples et pertinentes. Mais donc le terme de vision, je pense qu'il est bien sûr, c'est quelle est la vision de les choses. Et vous pourrez regarder d'ailleurs si vous écoutez les informations, etc. On parle de vision, quelle est la vision de cette personne. Donc c'est quelque chose qui nous permet de donner le cas. Un point important à l'ingénierie, on a le droit d'adapter le cas en fonction du feedback. Il y a un postulat à vie qui est que toutes ces choses-là, c'est un petit peu compliqué et on pilote par feedback. Donc on aura le droit d'améliorer finalement la vie. Alors ce que je vous propose, il existe un certain nombre de formats pour la vision, un certain nombre de contenus. Je vous propose un contenu issu de l'FM programming, sur la FM programming, on fait référence sur également la question de la vision. Pour ceux qui connaissent, c'est le deuxième FM programming de la deuxième édition. Et donc dans cette vision, on va trouver trois axes qui posent un petit peu le produit, si vous voulez, en tant qu'objectif, en tant que vision, qui sont macroscopiques à long terme, les faits, les objectifs et également les hypothèses. C'est ce que j'aime bien dans ce format, c'est exprimer formellement les hypothèses de travail de départ. Pourquoi? Parce que cela permet, si vous voulez, plus facilement, lorsque ces hypothèses vont se révéler vraies ou fausses, cela permet plus facilement de modifier la vision. Et on a forcément des hypothèses de travail de départ. Et ensuite, cette vision, elle va s'exprimer en termes de rôles et de thèmes, de features, si vous préférez, c'est-à-dire de grandes caractéristiques qui correspondent donc à la mise en œuvre de cette vision. La vision pour un coup, c'est aujourd'hui une façon d'exprimer les besoins, c'est de l'exprimer avec cette répartition. Donc la vision qui est très macroscopique, les objectifs que l'on a signifiés, les principaux thèmes, et puis les stories, c'est-à-dire les thèmes de conversation. Et notez que finalement, la planification agile qui consiste à planifier par la valeur montée selon les tendances à partir des besoins, finalement, la planification va consister à la projection dans le temps de ces différents éléments de vision. Donc là, il y a une autre partie de la planning qui est justement le niveau de l'organisation, en travaux quotidiens, voilà, pour aller vite, donc une feuille de route qui a un peu ressemblé à ce qu'on vient, on avait produit, je n'insiste pas là-dessus parce que ça ne peut pas. Alors, comme toujours, le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire qu'on est tellement dans une vision, si vous voulez, de perfection, la grosse spécification du début, la fameuse grosse conception du début, donc, du coup, une feuille de route, une vision à moyen terme, qui est ce qu'elle est, la vision et la feuille de route sont régulièrement adaptées en fonction d'un feedback qu'on fait en génération. Et, point important, tout élément de la vision peut être caractérisé par un degré de confiance. Un petit peu comme à la météo. Vous savez, la météo, quand on regarde la météo, on a un indice de confiance qui va avec. Donc voilà, vous pouvez aussi rajouter un indice de confiance à votre vision. Donc on va présenter le produit, quelques mots d'explication. Attention, il s'agit quand même là d'être centré utilisateur, donc c'est le produit d'un point de vue utilisateur. Là, on retrouve un petit peu la métaphore de la boîte produit. Vous savez, parfois, on propose cette astuce-là, c'est-à-dire aussi, si vous aviez à fabriquer une boîte produit pour vendre votre produit, qu'est-ce que vous écririez sur le recto de la boîte, sur le perso de la boîte?
Donc ça veut dire qu'il s'agit d'être simplifié. Donc l'effet que l'on va reprendre dans la vision, l'effet, on a éventuellement le contexte de l'organisation, donc dans quel état est l'organisation, quel est l'état des concurrents. Ça, en fait, c'est quelque chose, dans mon métier, qui est le métier de l'accompagnement à la mise en œuvre de l'activité. Ça, je le rencontre tous les jours. Aujourd'hui, les organisations sont dans des situations, ça signe des enjeux. Il y a un état de la concurrence, etc. Ça va être une pharmaceutique. Bon, voilà, ça bouge. Donc, il y a des choses qui se passent. Donc, on assigne des enjeux, etc. Et tout cela s'inscrit donc dans des choses qui sont en devenir. Je pense que c'est important de garder cette notion de devenir. À partir de là, on va assigner les enjeux pour se transformer en objectifs du produit. Donc on va assigner les objectifs au produit. L'objectif, le produit doit nous permettre de mieux gérer telle chose, d'adapter tel marché, etc. Et donc, voilà, donc là il faut vraiment se souvenir qu'un logiciel, j'ai tendance à dire qu'un logiciel est toujours embarqué, c'est-à-dire qu'un logiciel sans arbre, son erreur, c'est donc un logiciel est toujours embarqué dans une matériel, et cela, un logiciel est embarqué dans une partie. Vous voyez, au niveau vision, c'est important, au niveau objectif, c'est important de garder. Et la vision, donc, pour conclure, va se terminer par, finalement, ce que vous connaissez peut-être, donc les rôles, on peut travailler aussi sur ce qu'appelle persona, qui sont les utilisateurs, qui sont ces utilisateurs, et puis les principaux thèmes qui vont constituer finalement. Voilà. Donc, en résumé, des faits, des objectifs, des hypothèses qui se concrétisent dans ce qu'on peut appeler le périmètre du produit. Bon, très rapidement, on a voulu à notre disposition dans le cadre agile et dans notre boîte à outils des choses issues en particulier, comme le GoMC, c'est-à-dire la capacité de voir les utilisateurs informatiquement, sans domaine de travail, etc. Cet outil SIPOC également, qui a permis de cartographier un petit peu notre process métier. Donc là, je parle de des utilisateurs. Donc, quels sont nos fournisseurs, quels sont nos clients, qu'est-ce qu'on a inventé, etc. Bon, c'est ça là-dessus, mais disons qu'il existe des outils qui, dans un cadre agile, permettent d'aider le problème. Un point important, caractériser les éléments de la vision, donc, par exemple, donner des qualités en termes de maturité, en termes de sécurité, en termes d'importance, des qualités spécifiques. Par exemple, récemment, je travaillais sur un produit, donc une question de déploiement, et il y avait de grandes questions qui se posaient par rapport au déploiement, par rapport au site et par rapport aux populations. Voilà, ce sont des éléments qu'on a incorporés dans la vision, parce que ça fait partie des éléments, finalement, de la chose. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Un point important, donc, estimer rapidement. Pourquoi estimer rapidement? Parce que c'est pas la peine, si vous voulez, d'embarquer le product owner, pour aller vite, ou le métier, dans des semaines et des semaines sur, tiens, ce serait bien qu'on ait cette chose-là, si on voit très rapidement que c'est pas possible. Donc voilà, je pense qu'une recommandation, c'est ça, c'est d'estimer rapidement le coût, la faisabilité, etc. Bon, un petit RACI, vous pouvez revenir si vous voulez, et préparer à avancer sur la stratégie, voilà, donc pour terminer, ça c'est une représentation de la première tout simple. Pourquoi je travaille avec des product owners qui finalement achètent ce truc-là. Ça le mérite d'exister, donc on avait fait des hypothèses, un périmètre, des objectifs, et puis évidemment on associe une roadmap, c'est-à-dire une planification. Alors ces flèches représentent quelque chose d'important qui est en fait on a appelé l'alignement, c'est-à-dire la cohérence de la vision. Ce qui nous intéresse, c'est la cohérence de la vision, c'est-à-dire pour aller vite. Est-ce que dans mon périmètre, j'ai bien des thèmes ou des features qui répondent aux objectifs? Est-ce que ces objectifs sont bien alignés avec les enjeux de l'organisation, par exemple? Vous voyez que si vous êtes amené à pratiquer cet exercice qui consiste à aller défendre, à aller chercher un budget, voilà, ça va calculer si vous arrivez en disant, moi je veux une caractéristique, mais pour ce ça correspond à l'objectif. Une autre façon de présenter la vision que personnellement j'aime bien, c'est une vision sous forme de manual, parce que donc, il faut bien à chaque fois que j'ai pu pratiquer cette chose-là, les équipes ont bien pu pratiquer cette chose-là, c'est-à-dire élaborer et exprimer une vision sous forme de manual. Ça se marie plutôt bien. Et donc là aussi, vous voyez, on peut rajouter des petites
icônes, etc. Voilà donc ce qu'est donc en fait, c'est un document qui reste écrit, c'est un marathon, c'est et nous allons passer à une autre partie qui est dans cette question d'attracteurs. Alors, pour la petite histoire, ces attracteurs, en fait, sont issus de la théorie des systèmes auto-organisés. Et j'aime beaucoup cette citation de Robert Dix, qui est très simple et qui est grosse. Selon cette théorie, les éléments donc, dans un système organisé, justement, l'ordre précisément apparaît autour d'éléments appelés des attracteurs. Alors, selon vous, d'ailleurs, quels peuvent être des attracteurs dans un système auto-organisé, un système où il n'y a pas forcément de chaîne, ça s'appelle quoi un attracteur? Alors, la motivation particulière, c'est-à-dire un enjeu. Voilà, mais là, on le retrouve dans la. Parfois, vous avez des attracteurs, ce sont des personnes qui sont charismatiques. Ils jouent le rôle d'attracteur, c'est-à-dire qu'on va. De toute façon, c'est ça qui est intéressant dans la. C'est qu'il y a une espèce de volonté, de toute façon, de l'ordre, qui va émerger. Alors, bon, si vous êtes intéressé dans l'engagement, ça c'est vraiment schéma de la théorie des attracteurs, l'engagement envers ces choses-là, c'est tout simplement pour dire que il y a des personnes qui. Alors, nous en arrivons à quelle attracteur c'est intéressant, cette fameuse expérience sur un attracteur sensoriel. Donc, je vous engage là. Donc, je vais vous montrer une image pendant quelques secondes, ça va être très rapide. Et ensuite, je vous demanderai simplement de voir, d'exprimer ce que vous voulez. Puis à partir de là, on va essayer de comprendre comment fonctionnent ces attracteurs et comment du coup déterminer une relation. C'est bon? Oui? Allez, c'est parti. Alors, oui, alors, on peut voir autre chose. Quels sont ceux d'entre vous qui ont vu une jeune femme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, bon. Donc, une quinzaine de personnes, persuadées d'être absolument précis là, mais quels sont ceux d'entre vous qui ont vu une vieille? Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Alors, on va essayer de décortiquer cette expérience. Ça c'est bien parce que si on tombe, on tombe. Je vous assure que cette expérience comme ça, elle est assez unique, mais je vous engage vraiment à y réfléchir, à la laisser une certaine maturité par rapport à cette expérience, parce que elle va être partie de. Bon, déjà, premier constat, certains ont vu une jeune femme, d'autres ont vu une vieille femme. Et on pourrait dire que, à strictement parler, l'image, c'est en réalité un certain nombre, bon, puisqu'on est dans l'informatique, ce sont des pixels. Ce sont des pixels, soit en fichier, soit en noir, soit en blanc. Et donc, à partir de là, on voit parfois une vieille femme, certains voient une vieille femme, certains voient une jeune femme. Quels sont ceux qui ont pu voir les deux? D'accord. Voilà, donc vous voyez que. Alors je vais poser une question. Ceux qui ont vu une vieille femme, donc vous voyez qu'à côté certains ont vu une jeune femme, donc est-ce que vous les croyez ou est-ce que vous pensez qu'effectivement on peut voir une jeune femme dans cette image? Oui, non. Mais bon, on les croit parce que nous sommes gentils, mais après, quand on voit une vieille femme, on voit une vieille femme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, si vous voulez, c'est un phénomène tout à fait intéressant, et souvenez-vous qu'on est en train de parler de la vie, ce qui est perçu, c'est une interprétation de ce qui est réel, et qui est donc en fonction de ce qui nous attire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
Si on vous demande quelle est la réalité, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez vu, vous allez dire soit une femme, soit une jeune femme, soit des deux. Et en général, on va dire par exemple j'ai vu une jeune femme. Donc cette jeune femme, c'est vraiment la réalité que l'on s'est construite. C'est ça qui est important. C'est la réalité que l'on s'est construite. Or, on peut donc voir les deux. Alors on va tenter quelque chose, on va expérimenter, c'est-à-dire on va tenter de le changer. Alors ceux qui peuvent voir les deux, et vous allez peut-être pardonner les tuyaux à ceux qui n'ont pas vu les deux. Disons que ceux qui ont vu la vieille femme, vous allez tenter de voir la jeune femme. Donc, on va donner quelques informations. Ceux qui ont vu la jeune femme, vous allez tenter de voir la vieille femme. Et après, on verra combien ont pu effectivement switcher de l'un à l'autre. C'est bon? Allez, c'est parti. Alors, la jeune femme. Effectivement, il y a une jeune femme. Mais pour la petite histoire, que ce soit la jeune ou la vieille, vous voyez que c'est très quand même, comment dire, ça ne tient pas à grand chose. Alors, la jeune femme. La jeune femme, en fait, elle est présentée comme ça. C'est-à-dire qu'elle regarde un petit peu vers l'arrière, là-bas. Donc il y a ses yeux ici, pour son dos, elle regarde vers là. Donc ça, c'est toute sa joue, finalement. Là, il y a probablement un collier, quelque chose. Ça, c'est l'oreille. Voilà, donc ça, c'est la jeune femme. La vieille femme, elle est présentée plutôt 3 quarts avant tout ça, peut-être un quart avant. Elle a le nez penché, elle a un gros nez. Donc là, c'est probablement son nez, et là, c'est aussi ça, c'est son nez. Alors, quels sont... Donc, vous vous rendez compte que vous êtes dans une conférence Agito, on est en train de parler de femmes, Donc, quels sont ceux qui ont vu, quels sont ceux qui avaient vu au départ la vieille femme et qui maintenant peuvent aussi voir la jeune femme? Ah, mais super! Ah ben, chapeau, bravo! Ah non, mais honnêtement, non mais à Bordeaux, non, mais habituellement, en fait, c'est pas si facile. Alors, maintenant, l'autre, c'est-à-dire quels sont ceux qui, au départ, avaient vu la jeune femme et qui, maintenant, peuvent aussi voir la vieille femme. Ok, super. Donc, maintenant, si je demande quels sont ceux qui peuvent voir la jeune et la vieille, j'espère que tout le monde. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette histoire-là. En fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que, finalement, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce que l'on voit, c'est pas juste ce que nous transmettent les informations, les stimuli que nous transmettent les neurones. En fait, ces stimuli vont activer ce que j'appelle des mémoires, et à partir de là, l'ensemble des stimuli, donc la constitution de l'image, va s'organiser par rapport à ces mémoires qui jouent le rôle d'attracteur. Et d'ailleurs, c'est tout à fait frappant. Bon, tout à l'heure, on est assez nombreux, donc je n'ai vraiment pas eu la vision globale à voir, mais il est tout à fait frappant de voir que, de façon générale, au plus on est jeune, au plus on va voir la jeune femme. En tout cas, au plus on est en contact avec des amis jeunes. D'ailleurs, je rêve d'une expérience là où, au départ, je m'amuserais, vous voyez, sur les premiers slides, de 100%, à projeter des photos, soit de jeunes femmes, soit de vieilles femmes, pour voir ensuite comment ça va. Mais vous voyez, en fait, c'est dû à cette chose-là. Alors, la bonne, et donc, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité que l'on se construit, elle dépend de ses mémoires. Alors là, attendez, je suis en train de parler de ce qu'on dit tous les jours sur le projet. Je suis en train de parler de ce qu'on dit sur le projet. Dans les projets, par exemple, pour prendre un exemple qui est en direct avec la HMD, je suis sur le projet, quelqu'un arrive en disant, il y a un changement, donc comment est-ce que je réagis? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que du coup, c'est une nouvelle nouvelle? Ça change complètement des croyances que j'ai, en fait, de ce que j'ai en maladie. Si je suis dans une croyance habituelle, il faut suivre le plan, blablabla, à ce moment-là, un changement, c'est un empêcheur de croyance. Vous voyez, donc en fait, là, je parle vraiment de notre vraie vie de tous les jours, en particulier au niveau de l'émotion de la vie. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous voyez, donc, je vous envoie le mot du résultat qu'on obtient là, vous voyez qu'on peut changer finalement notre perception de la réalité, simplement en prenant conscience déjà d'une part que c'est possible de changer,
et se donner les moyens de changer. Donc c'est pour ça que je vous dis, la jeune femme, elle est plutôt comme ça, etc. Voilà. Donc là, enfin, tout ça, c'est vraiment très important pour le passage à la vie. Et donc il s'agit tout simplement de se créer de nouvelles mémoires, de nouvelles façons de voir les choses, pour tout simplement, encore une fois, que ce soit ces mémoires-là plutôt qui s'activent. Voilà. Par exemple, pensez au TDD, au clair programming. Combien de fois j'ai entendu le clair programming? C'est parce qu'on est dans une fois dans ce. Donc, pour terminer mon propos, il s'agit simplement d'assembler, c'est-à-dire ce que l'on a vu en termes de vision et en termes d'équipe organisée, et donc de conclure en disant que la vision était un rôle d'attracteur, c'est-à-dire donner de place. J'aime bien cette image-là. Je vais dire que oui, je Toulouse, on connaît un petit peu le rugby, vous connaissez la métaphore avec Scrum, l'exemple de l'agile autour de votre plan de la GC, qui est l'entraîneur de Yaris. Bon, c'est vrai qu'il y a une relation entre eux. Mais j'aime bien cette image, vous voyez, de tirer, etc. Elle représente bien ce que fait aujourd'hui l'équipe agile. Mais on a tous un objectif. Donc, cette vision va jouer le rôle d'attracteur. Donc, en clair, quand on va s'auto-organiser pour planifier, pour trouver des solutions techniques, pour proposer des choses, des améliorations, et bien cela va se faire au travers de cette vision qui aura été partagée. Et on pourrait dire à l'inverse que le manque de vision, en maintenant la solution, etc., est difficilement adapté, parce que la question qui va se poser, c'est de quoi les auto-organiser. Pour ceux qui s'intéressent au livre aussi, on pourrait parler d'ailleurs de gaspillage. Ne pas partager une vision, c'est du gaspillage, c'est ce qu'on perd et les possibilités d'amélioration, les idées qu'on peut avoir, c'est forcément on va donc très rapidement, un exemple de psychologie agile avec une phase exploratoire et une phase participale. Vous voyez que dans une phase exploratoire, on est en train de découvrir un peu le scoping, la solution technique, le travail en équipe, etc. Et on va élaborer les premières versions de la vision, et ensuite, ce que je suggère, c'est qu'au moins à chaque release, on profite du feedback, etc., pour éventuellement mettre à jour la vision. Encore une fois, une vision, elle s'établit, mais elle se maintient, elle se partage. Notre objectif, c'est de se servir de la vision. Si je suis producteur et que je fais la vision dans mon coin, si ça va bien, après, j'ai raté mes poches. Donc, il s'agit de partager la vision, tout le monde qui se sens-là de la même chose. Et donc, il s'agit de travailler sur l'alignement également de cette vision. À partir de là, l'équipe s'organise et s'ancrer autour de cette vision qui est un facteur, la réalité. Juste en 30 secondes, ça me fait penser à l'histoire de trois maçons, vous connaissez peut-être. Vous avez trois maçons qui sont en train de faire le même geste. Donc le premier maçon, il demande ce qu'il fait. Donc, moi je suis en train de poser une pierre. Le deuxième maçon qui fait le même geste, on lui demande ce qu'il fait. Et le maçon dit, moi je suis en train de monter un mur. Et déjà, vous voyez, la vision, enfin, il donne un peu plus de sens. On demande au troisième maçon ce qu'il est en train de faire, donc il est en train de poser une pierre, et le troisième maçon dit, moi je suis en train de bâtir une cathédrale. Ou sur le stadium, si vous préférez. Voilà, mais vous voyez, hein, c'est ça en fait. La vision, elle permet de donner du sens, de mettre en perspective, de donner du sens en fait à ce que l'on fait. Ça, c'est vraiment important, de donner du sens. Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même dans une société, il s'agit de retrouver le sens des choses. C'est le mouvement de l'idée, que vous apprendre beaucoup de choses en termes d'organisation, etc. Il s'agit de redonner du sens des choses, et la vision permet de donner du sens des choses. Voilà, nous arrivons à ce point qui est le point final. Voilà. On a le temps pour des questions éventuellement. Bon, donc là, on est en train d'empiéter sur la porte. Mais je sais pas, donc si vous avez des questions, très rapidement, sinon on aura une question. Oui. Ma question, c'est de créer la vision avec une équipe ça nécessite la présence de l'équipe et déjà la constitution de l'équipe au moment de la création de l'équipe.
Et sinon, comment j'ai mentionné les premières estimations, moi c'est une difficulté que je considère, c'est démarrer un projet avec l'ambition de créer l'initiative, d'avoir une vision, convaincre le management qu'on va créer une équipe plutôt que de faire d'abord une réflexion pour dire oui, on a besoin de l'argent, etc. Je pense qu'il faut être réaliste. On ne peut pas imaginer que ce n'est pas forcément pertinent d'ailleurs qu'une équipe, par exemple actuellement, j'ai eu l'occasion de travailler sur une équipe de 40 personnes, bon, on ne peut pas imaginer que ces 40 personnes sont déjà au départ. Donc non, il s'agit plutôt au départ de démarrer effectivement la vision. Alors on est d'accord que dès le départ, on utilise, on va dire, le product owner et un développeur de l'équipe. Ça c'est effectivement le base, mais l'objectif c'est d'établir cette vision, ensuite au fur et à mesure de la partager. Par exemple, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on parle de Scrum, dans un sprint meeting, un plan d'itération Scrum, je suggère au product owner d'avoir la vision à côté de lui, pour qu'il puisse se souvenir quelle est sa vision, parce que ça va l'aider à planifier, etc. Et au fur et à mesure, lorsqu'un développeur intègre l'équipe, il y a la vision qui est affichée, vous savez qu'on parle du management. Donc la vision est affichée, et voilà, chacun apprend la vision, on en parle, ça correspond à ça. Ok. Maintenant, ça va être influencé par les challenges et un objectif pour rentrer sur le challenge, c'est aussi une charge de motivation. Oui, alors la question c'est est-ce que la vision est influencée par les challenges? Alors on pourrait savoir ce qu'on appelle challenge exactement, mais en tout cas, effectivement, il s'agit bien là de contextualiser les choses, c'est-à-dire de dire on est dans un contexte de l'organisation a établi un certain nombre d'enjeux. Par exemple, supposons que vous fabriquez des médicaments en oncologie, donc contre le cancer, et bien, de dire mon objectif j'étais 5e mondial, je veux passer 3e mondial. Donc ça ce sont des enjeux de l'organisation, et à partir de là, il s'agit de traduire ces enjeux de l'organisation en objectif pour les produits. Par exemple, le produit sera un produit qui va permettre de mieux démontrer les avantages de notre médicament, etc. Donc on traduit ces enjeux et ce contexte en termes d'objectifs pour les produits. Le produit a un objectif qui peut aider à mieux produire quelque chose, à mieux vendre, à mieux le gérer, etc. Et ces objectifs vont ensuite se traduire en caractéristiques pour les produits. Ça répond à ta question? Oui. Alors tout ça, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un petit peu comme la planification, c'est un équilibre à trouver. Par exemple, j'ai un objectif, et du coup, j'imagine une caractéristique qui serait, pouvoir utiliser l'appli sur iPhone, mettons. Bon, mais ça, c'est peut-être jouable, c'est peut-être pas jouable. C'est-à-dire que c'est pas, si je veux dire, pour terminer, c'est que c'est pas simple, c'est pas j'ai des enjeux, des objectifs, des caractéristiques. Non, ça marche aussi dans l'autre sens. En fonction des possibilités ou des impossibilités techniques, je vais peut-être modifier les objectifs. C'est vraiment un équilibre à trouver, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention à l'alignement. Ce qui est important, c'est surtout que la clinique soit voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite un bon agilité pour les